Je démarre l'enregistrement. Alors, bienvenue à tous. Pardon. Alors, ce soir, nous allons je vais faire un webinaire. Vous allez assister à un webinaire qui va parler de la possibilité de gagner gros. Donc, c'est certainement quelque chose qui intéresse les gens. N'hésitez pas à poser des questions. Vous le savez, j'aime que les webinaires soient didactiques pour vous et pour moi. J'aime bien vous connaître. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu d'en savoir plus sur vous. Pour commencer, donc on va laisser, il reste encore quelques personnes inscrites qui ne sont pas là. On va leur donner une petite chance. J'ai la possibilité de faire des petits sondages. Donc, ça va me permettre de mieux vous connaître, de mieux vous cerner et de répondre, d'orienter un petit peu mon propos. Donc, je souhaiterais savoir quel type de trader actif vous êtes. Est-ce que vous passez un ordre par jour? Est-ce que vous passez un ordre par semaine ou plus? Ou bien est-ce que vous êtes un trader très peu actif? Dans ces cas-là, cochez la dernière catégorie pour un ordre par mois ou moins. Ça va permettre de savoir un petit peu qui est ici ce soir. Voilà, on a quasiment tous les votes. Il reste une personne qui n'a pas voté. Allez, le dernier. Donc, ok. Donc, nous avons 57% des gens qui passent au moins un ordre par jour. 15% qui passent un ordre par semaine et un tiers d'entre vous qui passent un ordre par mois ou moins. Donc ça, c'est relativement intéressant. Deuxième petit questionnaire, quel est votre produit de trading préféré ou quand je dis trading, c'est aussi investissement, sur quel type de produit vous investissez majoritairement? Est-ce que ce sont les devises? Est-ce que ce sont les indices? Ou est-ce que ce sont les actions? Voilà, encore 2-3 personnes à voter. Donc pour l'instant, on a 2 tiers d'entre vous investissent sur les indices. Vous avez la possibilité de voter plusieurs types de réponses. Donc les 2 tiers d'entre vous investissent sur les indices, et puis on a un tiers pour les devises et un petit tiers pour les actions. Voilà, merci à tous. Avant-dernière question, elle est un petit peu plus personnelle. Je ne donnerai pas les résultats online, donc vous pouvez voter sans crainte. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel type d'investisseur vous êtes. Est-ce que vous êtes un petit compte? Est-ce que vous avez un compte moyen ou un compte très important? Donc voilà, les votes sont presque terminés et il reste derrière une dernière question. Une personne encore? Voilà, merci. Le dernier à voter. C'est très intéressant, c'est assez équilibré, j'en dirai pas plus. Et pour finir, comment est-ce que vous choisissez vos trades à l'heure actuelle? Est-ce que vous faites de l'analyse technique avec du trading qui est purement discrétionnaire? Est-ce que vous investissez à base d'analyse fondamentale? Est-ce que vous faites du trading semi-automatique, c'est-à-dire que vous vous faites aider par des robots, mais c'est vous qui décidez? Ou est-ce que vous faites entièrement du trading automatique? Ou est-ce que vous faites du trading extrêmement court terme, ce qu'on appelle du scalping? Voilà, alors bien évidemment, c'est un petit peu plus compliqué peut-être pour les gens qui passent pas beaucoup d'ordres tous les mois, mais bon, voilà, vous cochez analyse fondamentale et ça ira très bien. Voilà, alors nous avons un tiers des votants qui font de l'analyse, qui font du trading discrétionnaire. On a 20% des gens qui font du trading automatique et 15% pour les 3 autres catégories. Merci à tous. Donc nous avons un public qui est partagé entre des traders court terme et puis des traders à moyen terme avec de l'analyse. Donc c'est relativement intéressant. Alors on va démarrer. Je vais commencer par reprendre quelques bases. Je suis sûr que ça va être des redites pour certains d'entre vous. Vous m'excusez par avance, mais ça m'intéresse de savoir exactement qu'on soit tous sur la même page. Donc je vais rappeler pour la plupart un petit peu quelles sont les notions de base concernant le levier. Alors, nous allons travailler sur cette stratégie de trading, cette equity curve. Là, on a une courbe de performance qui commence il y a 12 ans, je crois, en 2002. Donc voilà, une courbe relativement intéressante sur le DAX. Je voulais rappeler pour mémoire une première chose qui est très importante quand on regarde une courbe historique. C'est ce que l'on appelle l'effet zoom. L'effet zoom, c'est on regarde une courbe comme celle-là qui est compressée sur 10 ans ou sur 12 ans, qui paraît d'être relativement convaincante sur l'intégralité de la durée. Et puis quand on va zoomer sur une période beaucoup plus courte, on va être un peu moins convaincu sur cette solution. C'est logique. Donc là, je vais volontairement afficher cette courbe sur 1 an. Ça doit correspondre à peu près à ici. Alors,
Je recommence à trouver mes marques, excusez-moi, avec la petite flèche. Voilà, donc à peu près le 1er janvier cette année doit être à peu près là, peut-être à peine plus tard même. Et donc on va voir ce que ça va donner. Et donc bien évidemment, sur un an, la courbe va être un peu moins belle qu'elle ne l'est sur une douzaine d'années. Ce qu'on appelle l'effet zoom. Alors les gens, quand ils observent une courbe de performance, ils ont toujours tendance à regarder l'intégralité de l'historique et à oublier ce que c'est que le vécu et ce que peut être le vécu pendant des mois. Par exemple, ici, on a sur quasiment une année entière une stratégie qui était à plat, qui n'a pas fait de performance. On a ici un mouvement relativement violent, mais qui a dû quand même durer à peu près 6 mois, pendant lequel la stratégie n'était pas capable de gagner. Et puis en début d'historique, on a une perte qui était relativement conséquente ici. Donc bien qu'on a une stratégie qui est convaincante sur l'intégralité de l'historique, il faut toujours faire attention à la précision dans son analyse, parce qu'on a vraiment des comportements qui sont variés. Et je peux vous assurer qu'il y a une grosse différence entre la courbe de gain qu'on vient de vivre là depuis quelques semaines, avec des gains rapides, extrêmement violents, et puis une période pendant laquelle il ne se passe rien pendant des mois. Donc ça fait vraiment du vécu émotionnel et du vécu, j'allais dire, au niveau de l'expérience, qui vont être très très différents. Pardon. Alors, voilà donc la courbe zoomée. Alors ici, j'ai pris un an de... Voilà, donc on est ici au 1er janvier. On est investi sur le DAX. Le DAX, c'est un produit qui vaut 9 600 euros. Donc j'ai commencé mon historique à 96 000 euros, qui est avec une valeur de points à 10 points, qui est exactement ce que les paramètres qui concernent cette stratégie de trading. Donc ici, nous n'avons pas d'effet de levier. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va investir sur cette stratégie de trading, je vais investir la même somme que ce que j'ai sur mon compte. J'ai donc en début d'historique 96 000 euros. À chaque fois que je vais passer un ordre, ça va être pour 96 000 euros. Donc à la fin de mon année, ou à la fin de chaque période, les gains qui sont ici, donc le compte va évoluer, va terminer à 115 000 euros. Ça va être très exactement les gains qui ont été faits sans effet de levier. Donc ça, c'est relativement intéressant de rappeler cette évidence. Ici, donc, nous allons voir l'analyse au niveau des chiffres. Et donc ici, vous allez voir que donc vous avez, donc ça c'est une stratégie, c'est la totalité des chiffres. Alors ce qui est intéressant, donc ici on est bien passé de 96 000 à 115 000, on a bien gagné 19 300 en dollars, mais enfin c'est des euros, mais la plateforme est libellée en dollars, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ici, vous avez donc un gain qui est de 20,11%, qui est bien le gain sur l'intégralité de vos capitaux. Si on avait 96 000 euros, on fait 19 300 euros de plus, c'est bien 20% qui a été réalisé. Et on avait un drawdown qui est de 7,37%. Maintenant, c'est ça qui est intéressant avec les produits à effet de levier, ce qu'on appelle, c'est que vous avez la possibilité d'appliquer un levier à votre compte, donc d'avoir moins d'argent que ce que vous investissez. Il faut savoir qu'avec les CFD ou les futurs, on peut avoir des leviers, sur les marchés des futurs en général, des leviers maximum aux alentours de 20. Sur les marchés des CFD, un levier maximum qui est aux alentours de 50. Certains courtiers proposent jusqu'à 100, voire même jusqu'à 200. Donc voilà ici exactement la même courbe, je la remontre, vous voyez c'est exactement la même. La différence, c'est que ici, au départ, nous avions 96 000 euros pour investir sur cette stratégie. Avec un levier de 2, nous avons maintenant 47 500 euros, 48 000 euros, qui est la moitié. C'est-à-dire que cette fois-ci, on a gagné toujours 20 000 euros, on est passé de 48 000 à 68 000, alors que tout à l'heure, on est passé de 96 000 à 116 000. C'est toujours ces mêmes 20 000 euros, sauf que le compte était divisé par 2 au départ. Au lieu de couvrir un contrat dans son intégralité, on couvrait la moitié du contrat. C'est que mécaniquement, on a un levier qui est de 2, ce qui nous donne, au niveau des chiffres, hop, voilà, au niveau des chiffres, vous voyez que rien n'a changé. On a toujours les mêmes 19 305 euros de gains. En revanche, au lieu de 20,11%, on est passé à 40,22%. On a mécaniquement appliqué un levier de 2 à nos gains, puisqu'on a investi avec 2 fois moins pour la même valeur de contrat. Et on a ici donc le drawdown qui a été multiplié par 2. Voilà ce que c'est que mécaniquement le levier. C'est moins j'en ai sur mon compte, plus j'investis, plus je crée mécaniquement du levier. C'est exactement le même principe que lorsque j'achète un bien immobilier, je finance de ma poche 10% de ce bien. Je vais aller voir la banque qui va me prêter 90%.
Je vais donc appliquer un levier de 10% par rapport à ce que moi j'ai mis. À la fin du remboursement de l'investissement que j'aurais fait avec l'immobilier, si j'ai fait un profit, je comparais ce profit par rapport aux 10 000 euros d'apport en nature que j'ai fait, moins les frais bancaires qui ont été retenus. Sur les marchés financiers, c'est exactement la même chose. On va faire un profit par rapport à ce qu'on a réalisé, par rapport à ce qu'on avait au départ, et au fur et à mesure, il va y avoir des frais de friction qui sont, lorsqu'on fait du trading actif, le spread, et le rollover, ce sont des frais qu'on paye en overnight. Voilà pour le détail. Alors, ici, quel est l'intérêt des CFD par rapport au futur? Donc, c'est ça qui est le plus important à comprendre. Quand vous avez sur le DAX un futur DAX, le DAX, l'indice DAX à l'heure actuelle vaut 9300 points, le point par DAX vaut 25 euros. Donc, la valeur faciale du contrat, c'est 9300 points fois 25 euros, ça représente au jour d'aujourd'hui 232 500 euros. Ça, c'est pour un futur. Le CFD, on a la même valeur de points, 9300 ici qui se retrouve. En revanche, sur les CFD, la valeur de chaque point est de 10 centimes au lieu d'être de 25 euros. Ce qui fait que chaque contrat que vous allez acheter sur un CFD, sur un courtier CFD qui fait le point à 10 centimes, sera de 930 euros. Donc, le gros intérêt, il est évident pour tout le monde, c'est que plutôt que de devoir disposer pour acheter un seul contrat 232 500 euros pour ne pas avoir de levier, quand on fait des CFD, simplement avec 930 euros, on peut acheter un contrat CFD sans avoir d'effet de levier. C'est la même chose sur le CAC. Le CAC futur est un contrat qui est beaucoup plus petit mais qui est quand même représentatif. On a 4200 points sur le CAC avec une valeur de points à 10 euros. Ça nous donne 42 000 euros le contrat de futur. Les CFD, c'est la même mécanique que sur le DAX. Ah, j'ai écrit DAX ici, excusez-moi, c'est CAC qu'il faut lire. Donc c'est 4200 points multipliés par 10 centimes, ça fait un contrat qui vaut 420 euros. Donc si j'ai 420 euros et que j'achète un contrat, je crée aucun mécanisme de levier. Et donc quand le marché va gagner 1%, je vais gagner 1% sur mon investissement. Quand le marché va perdre 1% et que je suis dans le mauvais sens, je vais perdre 1% sur mon investissement. Voilà, rien d'autre. En revanche, j'ai la possibilité de créer mécaniquement du levier. Il faut savoir qu'on peut aller jusqu'à 100 par exemple avec notre partenaire. Il demande un dépôt minimum de 4 euros pour acheter un contrat CFD CAC. Et donc vous avez 4 euros sur votre compte et vous pouvez acheter un contrat. Ça veut dire qu'avec, j'exagère, mais si vous avez 420 euros sur votre compte, vous pouvez acheter soit un contrat pour avoir aucun levier, soit vous pourriez acheter 420 divisé par 4, ça fait 105 contrats. Et avec 105 contrats, vous aurez un levier bien évidemment de 105 qui serait le levier maximal. Par contre, dès que le marché évolue contre vous, vous seriez coupé automatiquement pour éviter que ça entraîne des pertes supérieures à ce que vous avez sur votre compte. Petit point de détail à ce sujet, puisque la question a été posée hors des webinaires, des derniers webinaires. Sur les CFD, vous avez la garantie, le courtier s'engage, en tout cas FXM avec lequel on travaille, c'est pas toujours le cas de l'intégralité des courtiers, mais FXM avec lequel on travaille s'engage à ce que vous ne puissiez jamais perdre de plus que ce qu'il y a sur votre compte. C'est-à-dire que si vous étiez en position avec un effet de levier, que demain matin il y a une grave crise, qu'il y ait une ouverture avec un très gros gap et que ce gap entraîne des pertes supérieures à la couverture que vous auriez sur votre compte saute, se retrouve à zéro, mais en aucun cas, le courtier peut vous demander plus d'argent que ce qu'il y avait sur votre compte. Donc ça, c'est très important à comprendre pour les produits dérivés. Alors, slide suivant. Alors, on a bien compris l'intérêt des CFD par rapport à la gestion active, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être immensément riche pour pouvoir acheter des contrats, puisque si on tradait du DAX et qu'on ne souhaite pas d'effet de levier, il faudrait 232 500 euros par lot qu'on souhaite acheter, donc ça serait vraiment très important. Donc là, l'intérêt, c'est d'avoir des petits contrats à 920 euros pour un DAX, donc ça va permettre de diversifier son portefeuille. Et le deuxième intérêt, c'est surtout de pouvoir ajuster le volume sur son compte de manière beaucoup plus précise. Effectivement, lorsque vous avez un contrat et que vous passez à 2 contrats, tout le monde, c'est une évidence, on a 100% d'investis de plus. Par contre, si vous êtes à 10 contrats CFD grâce à la petitesse des contrats et que vous passez à 11 contrats CFD, ce n'est que 10% en plus. Bien entendu, si vous n'aviez qu'un contrat CFD et vous passez à 2, c'est toujours 100%. Mais l'intérêt, c'est que comme la taille des contrats CFD est 100 fois plus petite que la taille des contrats futurs, vous avez la possibilité d'ajuster votre volume de manière beaucoup plus importante. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner 2 avantages.
Le premier avantage, c'est que vous allez pouvoir travailler plus de futurs ou de produits en parallèle. Vous allez pouvoir travailler du CAC, du DAX, de l'or, du pétrole. Je ne dis pas ça par hasard puisque c'est les produits qu'on propose chez CFD Performance. Vous avez la possibilité également de travailler un plus grand nombre de stratégies, de les faire gérer de manière parallèle. Et c'est la plus grande différence qu'il y a entre les traders particuliers et les traders professionnels, à savoir que les professionnels gèrent des millions et ils ont la possibilité d'appliquer des stratégies différentes sur leur portefeuille pour abaisser leur risque, alors que c'est très difficile pour des particuliers, sauf maintenant avec la solution des CFD qui vous permet de diversifier votre compte de manière beaucoup plus facile et puis surtout d'ajuster les volumes de manière beaucoup plus précise par rapport à l'investissement que vous avez. C'est-à-dire qu'un compte de 5 000 euros va être, par exemple, avec un levier de 2 ou 3, va être capable d'avoir une quinzaine de stratégies différentes avec des volumes relativement très précis. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. On va passer à la suite. Non, ça, c'est parce que... Alors, autre notion très importante sur ce graphique qui apparaît complexe au premier abord, c'est celui de la volatilité. C'est un élément qui est très difficile parfois à comprendre et à assimiler dans son trading. La volatilité, c'est la propension du marché à bouger dans une période donnée. Donc on a eu des périodes très volatiles. Si la plupart d'entre vous faisaient du trading dans les années 2008 avec la crise, vous vous souvenez probablement de records exceptionnels de volatilité, c'est ce qu'on a ici. Voilà, on a eu, j'ai mis volontairement un graphique à 12 ans, donc ici on est en 2002. Donc c'est volontaire, c'est pour vous montrer que historiquement, il y a des pics de volatilité qui se reproduisent de manière fréquemment. C'est-à-dire que 2008 a laissé beaucoup de séquelles chez beaucoup de monde, mais il y en a eu d'autres depuis. Il y a eu notamment ici mi-2011 avec une accélération du marché très très violente. Et puis récemment, on peut s'apercevoir qu'on avait des niveaux de volatilité il y a 15 jours qui étaient relativement élevés, qui n'étaient pas sur les plus hauts historiques, mais qui étaient quand même relativement conséquents. Des niveaux qu'on a vus une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 100. Voilà, c'est la 6e fois en 10 ans qu'on était sur ce type-là de niveau de volatilité. Donc c'est très important de toujours regarder dans l'histoire et de comprendre ce qui se passe. Alors pourquoi la volatilité a un impact si important dans le trading, dans votre trading et dans le trading automatique? C'est tout simplement parce que quand le marché se déplace normalement, prenons l'exemple du DAX, on est toujours sur le DAX là au niveau du graphique, 1% représente 90 points. Actuellement, bien évidemment, c'était moins quand on était ici sur les plus bas. Je vais prendre l'exemple ici sur. Donc, nous avons en fond ici la courbe du DAX qu'on devine très mal parce qu'en fait par-dessus il y a tous les signaux de trading d'un système qui étaient sur ce graphique et donc en fait les signaux submergent la courbe, mais on devine l'évolution de la courbe très bien. Ça fait un petit peu comme des enveloppes de Bollinger. C'est pas du tout un indicateur de volatilité, hein, c'est juste les signaux qui sont par-dessus cette courbe. L'indicateur de volatilité, il est ici en bas. C'est un average true range, c'est-à-dire qu'on fait la moyenne de la taille de chaque barre. Ici, on est sur des barres de 15 minutes. On fait une moyenne 100. Et voilà ce que ça nous donne au niveau de la volatilité du DAX. Donc je reprends. Quand on est à 9000 et que le DAX évolue de 1%, on a une évolution de 90 points. Si on a une évolution de 90 points dans un certain temps, c'est pas un marché très rapide. Par contre, si on a une évolution de 90 points en 2 barres, on se rend compte qu'on a un marché très rapide. Pourquoi ça va conditionner votre trading? Eh bien, tout simplement parce que lorsque le marché devient volatile, on le voit notamment ici, vous apercevez qu'il n'y a pas de baisse de volatilité et cette baisse va se faire extrêmement régulièrement. C'est-à-dire que la volatilité, c'est quelque chose qui est très difficile à prévoir. Mais une chose qu'on peut prévoir avec certitude, c'est qu'une fois que la volatilité s'est produite, en revanche, sa décélération va se faire dans le temps, va se faire progressivement. Et c'est pas uniquement à cause de la méthode de calcul de l'ATR, c'est une réalité sur le marché. Si on avait un ATR beaucoup plus court et qu'on mettait une moyenne dessus, on observe la même chose. C'est-à-dire que le marché, à certains moments, va exploser à cause d'une actualité ou à cause de quelque chose en particulier. Et ensuite, on va avoir cette baisse qui va se faire mollement. Ensuite, on a les périodes de volatilité record à la baisse, et puis on a de nouveau des petites explosions de volatilité. On en a les toutes petites, ici un petit peu plus importantes, et puis de plus en plus fortes, avant ici d'avoir la secousse systémique de 2008. Et ici, on a reproduit exactement la même chose. Alors c'est vrai que depuis 3 ans, on avait de la volatilité qui était relativement réduite. Pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que quand le levier est faible,
les gens ont tendance à vouloir prendre plus de levier. Le marché ne fait pas grand-chose, on se sent en sécurité, les pertes sont contenues, on va mettre plus de levier pour aller chercher des gains plus forts. Tout le problème, c'est que historiquement, la prédiction de la volatilité est impossible. Elle va sortir de nulle part. C'est-à-dire qu'il va y avoir une conjonction de facteurs à un moment donné qui vont faire que cette volatilité va exploser. On peut la sentir arriver, il va y avoir des pré-signaux avant, mais ici, quand on regarde à chaque fois, on peut s'apercevoir que vraiment les excès de volatilité se produisent quasiment sous forme de gap, c'est-à-dire qu'en quelques heures ou quelques jours, on passe de un peu à énormément. Et la difficulté lorsqu'on fait du trading, c'est que lorsqu'on est dans une période énormément, les gains vont être démultipliés, mais bien évidemment que les pertes vont être démultipliées. Alors, une des plus grandes difficultés lorsqu'on fait du trading, et ce qu'on applique des leviers, c'est d'essayer de deviner à l'avance quand est-ce que je vais pouvoir deviner à l'avance quand est-ce que je vais gagner ou quand est-ce que je vais perdre. Donc là, j'ai pris un certain nombre de signaux sur ce système de trading qui est ici devant nos yeux, et puis on va regarder des périodes différentes les unes après les autres, où on va lier les gains et la volatilité. Alors ici en haut, nous avons le graphique du DAX avec les signaux d'entrée et de sortie. Donc le graphique est trop compressé pour qu'on puisse voir le détail. De toute façon, c'est pas ça qui nous intéresse. Ici, on a la courbe de performance de cette stratégie, c'est-à-dire que chaque pic ou chaque creux correspond à une position qui a été clôturée ici. Donc ici, notamment, on voit des pertes qui ont été réalisées lorsque le marché baissait dans cette phase-là. Et ici, nous avons un indicateur de volatilité. Alors, une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est est-ce que je vais être capable de prévoir quand est-ce que cette stratégie va s'exprimer au mieux? Les gens souhaiteraient pouvoir affiner leur portefeuille en disant bah tiens, là le marché va être volatile, je vais brancher plus de cette stratégie qui est réputée pour être probante lorsque le marché est volatile, et à l'inverse, lorsque le marché est peu volatile, on sait très bien que par exemple les stratégies de contre-tendance, celles qui parient vers un retour vers la moyenne, vont être plus probantes que les autres. En réalité, je vais vous montrer ici que c'est impossible. On a une stratégie ici qui a l'air, par exemple, sur cette période-là, donc on est en 2008, sur cette période-là, on a une explosion de la volatilité. Lors de cette explosion de la volatilité, on a l'impression d'avoir une stratégie qui est à la peine. Ici, on avait un début de baisse du marché. Ça n'a pas vraiment été favorable pour elle. Il y avait quelques pertes qui ont été constatées avant que l'exagération de volatilité se fasse. En revanche, lorsque le marché a commencé à rebondir techniquement, on a l'impression qu'on a commencé à gagner un peu d'argent. Et puis à nouveau, dans cette phase-là, ça correspond à une phase de baisse. Donc on aurait tendance à dire que lorsque le marché monte, cette stratégie est à l'aise. Lorsque le marché baisse, elle n'est pas vraiment à l'aise. Et lorsque le marché est volatile, elle perd de l'argent. Ça, c'est la conclusion qu'on peut faire sur une période d'observation qui est relativement longue. On a ici à l'écran plus de 6 mois qui ont été observés. Ici, on a de nouveau un pic de volatilité, de nouveau une perte. Donc, on peut avoir tendance à penser qu'on va tirer cette conclusion. Maintenant, je passe sur les 6 mois suivants. Et je fais la même analyse, c'est-à-dire je lis l'évolution du marché par rapport à ma courbe de performance et par rapport à, ici, ma volatilité. On peut constater que fin 2008, on a eu une volatilité qui a été exceptionnelle. Bien au contraire, au lieu d'avoir des pertes, cette fois-ci, la volatilité a générer un certain nombre de gains et en plus relativement significatifs. En revanche, on a toujours des doutes sur la capacité de cette stratégie à accumuler des gains lorsque le marché est légèrement baissier. Pour autant, on commence quand même à réaliser des gains ici et le marché va beaucoup plus bas jusque-là. Donc c'est ici qu'on fait le pic, donc on s'aperçoit qu'elle est quand même très capable de faire des gains quand le marché baisse. Ici, à l'inverse, on a une phase de baisse du marché relativement prononcée. Et on s'aperçoit que pendant cette phase, à partir d'ici, le système de trading n'a aucun problème pour accumuler des profits. En revanche, le graphique précédent nous avait laissé penser que quand le marché montait, cette stratégie était capable toujours de gagner de l'argent. Ici, on s'aperçoit que le marché continue de monter jusque-là et que là, on a quand même une belle succession de pertes consécutives. Voilà, par exemple, un peu pour cette analyse. Donc les gens commencent à douter sur la possibilité de décrire de manière vraiment explicite et précise les conditions dans lesquelles cette stratégie s'exprime au mieux. Je vais sur les 6 mois suivants. Et là, on se retrouve avec un marché globalement à plat sur la période, avec ici une période de forte volatilité, encore une envolée. On est sur début 2010. Vraiment une période très néfaste pour la stratégie de trading. Et ici, un regain de forme au profit d'un marché qui a été relativement haussier. Et puis ici, de nouveau, on a un marché haussier et à l'inverse, elle est incapable de créer de la valeur sur cette période.
Ces 3 slides devraient déjà vous avoir convaincu que il est impossible de décrire de manière extrêmement précise les conditions dans lesquelles chaque stratégie va gagner de l'argent. J'ai pris celle-là, j'aurais pu en prendre 10 différentes. Il faut comprendre qu'il y a une espèce de répartition aussi du hasard, non seulement au niveau des trades, mais au niveau de leur enchaînement. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression qu'on va lire un certain nombre de choses, et c'est pas souvent le cas. C'est pour ça que c'est très important de comprendre pas seulement quelles sont les conditions profitables pour cette stratégie, mais de comprendre dans quelle situation elle va les réaliser. Alors, je crois qu'il y en a un 4e, laissez-moi être sûr. Voilà, on en a un autre, et donc on a là une période plus longue. J'ai d'ailleurs intégré, j'ai intégré la période précédente. Rappelez-vous, ici, on avait ce double bottom ici avec une accélération baissière, et puis après on avait une première accélération jusqu'ici, et ensuite une nouvelle hausse de là à là où la stratégie était incapable de faire des gains. En revanche, une fois qu'on a accéléré un peu à la baisse, il a fait des très modestes pertes, et puis une fois, on a fait cette nouvelle hausse avec des gains très significatifs. Vous voyez que entre ici et là, le marché, je vais essayer de faire des cercles. On m'a dit que mes cercles n'étaient pas jolis, mais quand même. Super, du jaune sur noir, ça ne veut pas imprimer. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ouais, c'est mieux. Voilà, cette phase-là, on a une période de hausse qui est à peu près équivalente par rapport à cette phase-là. En termes de taille de hausse et de durée de hausse, c'est exactement la même chose. Cette phase-là correspond à ici, voilà, c'est gains ou ses pertes, je ne vais pas y arriver. Voilà, et ici, par rapport à ça. Voilà. Vous voyez qu'on a 2 périodes qui se ressemblent beaucoup et on a des gains qui sont totalement différents. C'est-à-dire que ici, dans la phase numéro 1, on a été incapable de faire un seul profit, alors que dans la phase numéro 2, on a eu des gains significatifs sur la stratégie. Tout simplement parce que il y a une question d'enchaînement, il y a une question de précision de signaux. On pourrait aller plus loin dans l'analyse. Il y a aussi une question de qui gagne, c'est-à-dire quel est le type de signal qui s'en sort. Vous avez des signaux longs et des signaux à la baisse sur cette stratégie. Voilà. Tout ça pour dire que lorsqu'on fait du trading automatique, il ne faut pas s'attendre à pouvoir décrire de manière exacte les conditions de trading dans lesquelles on va gagner ou perdre de l'argent. Il y a un contexte qui est favorable, mais de manière certaine, il est impossible à l'avance de décrire ce qui va se passer. Tout ça devrait vous faire dire que lorsque j'essaye de regarder un certain nombre de stratégies, lorsque j'ai 10 stratégies qui sont devant moi, pour décider laquelle va gagner plus que les autres, c'est totalement impossible. Une stratégie est valable parce qu'elle a un avantage à long terme sur le marché. L'intégralité des stratégies qu'on propose ont su s'exprimer au travers du temps. Mais lors des 3 ou 4 prochaines semaines, je ne suis pas capable de vous dire à laquelle va correspondre le mieux le marché. Je suis sûr que vous vous rendrez compte de ça vous-même, mais c'est quelque chose sur lequel je voulais insister. Toute la difficulté lorsqu'on va faire du trading avec effet de levier, c'est qu'on va essayer de prendre plus de risques sur une stratégie par rapport à d'autres. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est totalement impossible de savoir exactement laquelle va être à la meilleure par rapport aux autres. Donc ça, c'est très important. Alors, ensuite, on passe ici. Donc là, alors c'est un peu le coup de grâce que je voulais vous asséner, c'est-à-dire qu'on est toujours avec la même stratégie et on peut s'apercevoir que on a une volatilité qui est énorme, on a un certain nombre de choses qui sont ici, on a un marché baissier, la stratégie n'a pas vraiment été freinée, on a un marché haussier, on a de nouveau un marché baissier ici, elle a continué à gagner de l'argent et dans la volatilité, elle a su s'exprimer. Donc si dans les graphiques précédents, vous aviez eu l'intuition qu'à certains moments, certaines conditions n'étaient pas favorables à cette stratégie, vous apercevez ici que c'est exactement l'inverse et que c'est l'inverse des conditions qui sont profitables. Donc il est vraiment impossible de prévoir de manière suffisamment précise à quel moment une stratégie va se réaliser et encore une fois de le prévoir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on pense qu'il va y avoir une hausse dans les prochaines semaines que cette stratégie va être valable. Imaginez ici, on avait pensé qu'il y avait une hausse, on avait bien pensé qu'il y avait une hausse qui allait arriver. Cette hausse a duré jusqu'ici. Le graphique, ça correspond ici et entre là et là, cette stratégie-là spécifiquement n'a pas réussi à gagner un centime.
Par contre, après, lorsque le marché s'est mis en consolidation à l'horizontale, cette stratégie a su gagner de l'argent dans cette phase-là. Donc, il faut éviter à tout prix d'essayer de trop lier les deux et de tirer trop de conclusions par rapport à ça. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire sur la volatilité, les conditions de marché et l'anticipation au niveau des stratégies de trading. Encore un autre exemple, décidément j'en ai mis pas mal. Donc là on voit très bien, encore une fois, la progression des gains, quelles que soient les conditions de trading que nous avons à l'écran. Alors, avant de passer sur ce dernier slide, il y a une question que je vais plutôt me servir de... ouais, je vais me servir de ce slide-là. Mon expérience, vous savez que maintenant, depuis 7 ans, je dirige la société de courtage BSCFD et j'ai vu un très très grand nombre de traders se frotter au marché. Ce qui est très intéressant de constater, c'est la relation des gens à la perte. Gagner aussi, c'est intéressant de constater, mais c'est plus rare. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans le trading discrétionnaire, il y a tellement peu de gens qui gagnent que pour faire une espèce d'étude, je dirais statistique, il n'y a vraiment pas assez de gens. Et puis c'est surtout toujours les mêmes pour arriver à tirer des conclusions. En revanche, sur les pertes, j'ai vu des centaines et des centaines de clients perdre de manière différente. Mais j'ai vu un certain nombre de choses qui se répétaient. La première chose que j'ai apprise, c'est pas seulement en observant les gens, c'est aussi en m'observant moi-même, c'est qu'on a chacun son niveau maximal de tolérance à la perte. Je ne sais pas exactement d'où ça vient, j'imagine que c'est l'apprentissage que l'on a fait du trading, c'est l'éducation, c'est la façon dont on s'est formé au trading. Quoi qu'il en soit, il y a des gens qui à 10% de pertes ne peuvent plus dormir, et il y a des gens qui à 50 ou 60% de pertes sont absolument comme si ils étaient en train de gagner de l'argent. Je pense qu'il y a une relation personnelle à l'argent, c'est aussi une question d'éducation personnelle, c'est aussi, il y a un tas de facteurs. Toujours est-il que pour moi, en tant que conseil, je suis absolument incapable de faire une généralisation, tellement j'ai vu de cas différents. Je voudrais vous raconter juste une petite anecdote. En 1995, quand j'ai démarré, j'animais à Bordeaux une salle de trading pour les particuliers. C'était un ère où Internet n'existait pas encore et où les abonnements pour les cours étaient extrêmement chers, les logiciels aussi. Et donc, il y avait des salles de trading réparties dans la France où les gens venaient passer leur matinée ou leurs après-midi pour faire du trading avec des outils professionnels. Et je me souviens avoir vu une personne avoir perdu tellement d'argent qu'il était incapable de faire le geste de décrocher le téléphone. À l'époque, on passait les ordres directement sur les futurs au téléphone. Il était incapable de prendre le téléphone, composer le numéro pour donner l'ordre. Et c'est quelqu'un d'autre dans la pièce qui a dû le faire pour lui. Et il était tellement tétanisé par les pertes qu'il était incapable de faire ça. Et j'ai vu de la même façon des gens être dans un état d'euphorie extraordinaire lorsqu'ils ont gagné de l'argent, tel que, c'est complètement dingue, pire encore que s'ils avaient gagné au loto. Donc voilà, il faut vraiment prendre conscience de son état personnel. Qu'est-ce qui va se passer quand on va beaucoup gagner ou quand on va beaucoup perdre pour voir ce que ça va donner. Généralement, j'aurais tendance à dire que la plupart des gens n'auront pas beaucoup de difficultés à perdre 10, 15, 20, 30%, mais qu'au-delà de 30%, ça va devenir très compliqué pour eux de l'accepter. Et toute la difficulté, et c'est ça qu'il faut se dire, c'est quand on regarde, comme je l'ai dit tout à l'heure, un historique sur une très longue durée, on a l'impression que la croissance est quasiment permanente, sauf que quand on va zoomer, ici à l'écran, vous avez la courbe de performance de la stratégie, de la même stratégie que je vous montre depuis le début. Certaines fois, sur 6 mois, vous avez une progression qui est quasiment constante, et là, sur quelques semaines, vous avez des pertes qui sont très conséquentes. Et ce qui est très important de savoir, c'est à titre personnel, comment va-t-on se comporter une fois que la stratégie aura fait ça? C'est-à-dire qu'elle aura enchaîné un certain nombre de positions négatives consécutives, elle aura perdu beaucoup en peu de temps. Là, on est sur une période de à peu près 2 mois, et en 2 mois, c'est une stratégie qui avait accumulé jusque-là 26 000 € de gains et qui en a reperdu 8 000. Donc, c'est relativement significatif. Et donc, dans ces cas-là, alors si on a gagné de l'argent avec avant, je sais très bien que, bien sûr, on est plus capable d'attendre que si on n'en a pas gagné. Quoique, il y a des gens qui n'acceptent pas de reperdre. Mais voilà, tous les réflexes psychologiques sont uniques. Les gens ont tous
des habitudes et il faut se connaître soi-même pour savoir quel est le risque qu'on peut aller prendre sur les marchés. Il y a des gens, moi à titre personnel, je vais vous dire, j'ai beaucoup moins de mal à prendre un compte qui n'a dont l'impact financier n'aurait aucune conséquence dans ma vie, et sur lequel je vais prendre un maximum de risques, par exemple 10, 15, 20, sans aucune difficulté, et même si je perds 80% sur ce compte, ma tête va être aussi fraîche que quand à l'origine de ce compte. Par contre, si je mettais un compte sur lequel j'ai l'équivalent par exemple de ma maison, et que ce compte-là, je perds 10 ou 15 ou 20%, je sais que je le vivrai de manière beaucoup plus compliquée que que l'autre compte dont je vous ai parlé. Donc ce qui est très important, c'est ça, c'est de comprendre comment on va vivre les pertes et surtout, une fois qu'on va être ici, est-ce qu'on va avoir le courage, parce qu'il s'agit de ça, de laisser brancher les stratégies. Parce que je vous rappelle que lorsqu'on va être à cet endroit-là, on ne sait pas ce qui se passe après. Là, vous avez le graphique de performance, c'est-à-dire exactement comme une fois qu'on est ici, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que la stratégie va continuer à faire des pertes ou est-ce qu'elle va se mettre à gagner de l'argent? Alors là, la situation n'est pas très critique, donc c'est pas très grave, mais il faut se projeter, il faut se mettre dans la tête. Par exemple, je pourrais bouger le graphique, je vais tenter cette expérience. Voilà, je vais mettre le graphique. Non, je vais mettre ça ici. Voilà. Donc il faut se projeter, il faut se dire, voilà, on est là, on a perdu tout ça comme argent, et maintenant, est-ce que je suis prêt à laisser cette stratégie branchée, parce que on ne sait pas du tout où est la limite maximale de perte. Si ça se trouve, ça peut être encore 10% supplémentaire. On n'aura jamais la garantie que les pertes précédentes soient répliquées de la même manière. Et donc toute la difficulté, c'est ça, c'est de se dire qu'est-ce que je suis capable de faire. Alors plus on va travailler avec des mécanismes de levier, plus on va se mettre en danger et plus il va falloir se poser des questions. Est-ce qu'on est capable de tenir les positions jusqu'au bout ou pas? Voilà, donc ça c'est donc vraiment c'est très important de connaître son niveau de résistance personnelle. Les pertes, elles arriveront forcément un jour ou l'autre. C'est beaucoup plus facile la plupart du temps de perdre une fois qu'on a commencé par gagner, mais c'est pas évident pour tout le monde non plus, et donc il va falloir se poser ce type de questions. Alors maintenant qu'on a parlé de ça, il est évident que vous comprenez tout l'intérêt de la diversification, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il vaut mieux avoir plusieurs stratégies qui ont des comportements différents, il vaut mieux trader plusieurs produits qui vont répartir le risque, puisque pour ceux qui sont clients CFD Performance, vous savez qu'il y a des moments clés où on a plus de profit sur le DAX, il y a d'autres moments où on a plus de profit sur le CAC, il y a d'autres moments où on a plus de profit sur l'or. Et donc quand on a un portefeuille dans lequel on a une stratégie avec ces trois types de produits, eh ben la performance va être beaucoup plus régulière parce qu'elle va s'équilibrer. Les gains sur un vont compenser les pertes sur l'autre, vont être renforcés, etc. Donc on va avoir un risque global qui est beaucoup plus faible. Donc voilà tout l'intérêt d'avoir plusieurs stratégies. Maintenant, il y a une autre possibilité, et j'imagine que c'est celle pour laquelle vous assistez à ce webinaire, c'est quelle est la meilleure façon de gagner gros à court terme. La meilleure façon, elle est attendue par beaucoup de gens, c'est ce qu'on appelle le scaling. Le scaling, c'est la gestion de la taille de la position lors de chaque ordre. C'est-à-dire qu'au départ, je commence avec un contrat. Plus je vais gagner de l'argent, plus je vais acheter de contrats. Je vais accompagner la hausse et les profits de mon système de trading pour investir de plus en plus et gagner de plus en plus, quitte à reperdre ce que j'ai déjà gagné précédemment, mais que si cette progression perdure, je vais être capable de gagner beaucoup plus que si je suis à un investissement à 1 euro constant. Donc ça, c'est vraiment très important. La mécanique est la même dans l'autre sens. Si la stratégie commence à perdre de l'argent, je vais diminuer mon volume, ce qui va me permettre d'adoucir l'effet de cette baisse de profit. Donc on va regarder un peu ce que ça se passe sur un certain nombre de graphiques. Alors, je sais qu'on ne voit pas très bien, je vais essayer d'agrandir. Voilà. Ne bougez pas une seconde, on va mettre ça comme ça. Voilà. Donc ici, donc on a des exemples de scaling. Donc sur chaque ordre que vous avez ici, vous avez le volume qui est accompagné. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un volume qui est différent lorsque vous avez des opérations à la baisse, donc c'est les flèches rouges, que des opérations à la hausse qui sont des flèches bleues. Le scaling va pouvoir s'adapter sur chacun des tradings que vous allez faire. Donc ici, nous avons une opération short.
on gagne de l'argent, ça correspond ici ce gain. Donc, l'opération suivante, je vais mettre un contrat de plus. J'étais à 16 contrats ouverts, 16 contrats clôturés. Ici, je vais en mettre 17. Ça se transforme par une perte. Donc, ici, je vais mettre l'opération short suivant. C'est ici, je vais mettre plus que 15 contrats. Je perds à nouveau de l'argent. Ici, je vais mettre que 13 contrats. L'objectif, comme vous le constatez, c'est que sur chaque opération, quasiment, le volume puisse être ajusté. Après, par contre, une fois que vos gains ou vos pertes ne sont pas vraiment conséquents, ce volume il va rester constant. Ici, vous avez des tout petits gains qui sont réalisés sur les opérations à la hausse, donc le volume il va être conservé sur l'intégralité des opérations. Il est à 6 ici, toujours à 6 là, et encore à 6 ici. Donc, on va conserver ce volume de manière constante. Donc, voilà la logique du trading. Plus je gagne, plus je vais augmenter mon volume. Plus je perds, plus je vais réduire mon volume. Donc nous sommes ici un petit peu plus loin dans l'historique. Vous voyez qu'on est passé à 12 contrats alors qu'on était à 17 quelques jours précédemment. Ici, on est vraiment sur des journées. Chaque date que vous avez ici en bas correspond à une journée. Donc vous avez le 19, le 20, le 21. Ici, c'était un week-end, on passe au 25, etc., etc. Donc on est vraiment sur quelques jours. Donc vous allez avoir vraiment un ajustement qui va se faire au fur et à mesure. Alors c'est là où on retrouve l'immense avantage des CFD par rapport aux contrats de futur. C'est-à-dire que lorsque votre stratégie va adapter son volume et qu'elle va passer de 17 à 16 ou de 16 à 15, c'est vraiment une adaptation qui va se faire tout en douceur par rapport au contrat de futur où il faut énormément d'argent pour ajuster un futur. Et lorsque vous allez passer d'un futur à deux futurs, et bien d'un seul coup, les gains ou les pertes que vous allez réaliser sont 2 fois plus importantes par rapport au futur précédent. Sauf que quand je vais passer de 13 CFD à 12 CFD, c'est simplement un ajustement de 8%. Donc cet ajustement, je vais pouvoir le faire de manière beaucoup plus subtile et beaucoup plus douce au fur et à mesure des positions. Donc voilà tout l'intérêt des CFD par rapport à la gestion de votre portefeuille. Ici, donc on a vu précédemment un exemple avec les pertes. On va voir un exemple avec les gains. Hop là, voilà. Donc ici, on était à 4 contrats en début d'historique. Sur les positions à la hausse, on passe à 5 contrats. Et ici, on est à 12 contrats sur les positions short. Et on passe donc ici, vous voyez en bas la courbe de gain. Donc on passe à 13 contrats, puis 17 contrats. Voilà, on est à 13 contrats ici après ce gain précédent. Après ce très gros gain, on passe à 17 contrats. Les positions longues qui étaient à 6, on passe à 7. Ici, on est toujours à 17 contrats et on va certainement en mettre de plus. Donc voilà, j'imagine que vous avez compris la logique. Elle est évidente. On passe maintenant à la fin. Vous voyez, on est passé à 20 contrats pour les positions à la baisse et 8 contrats pour les positions à la hausse, alors qu'en début d'historique, on était à, j'ai perdu le fil, on était donc 20 et 8 à la fin et nous étions à 4 et 12 au début en l'espace de 9, 10, 11, 12, 13. Donc on était le 9 du mois et on est passé au 26 du mois à la fin de cet exemple. Donc vous pouvez constater qu'on a des ajustements qui peuvent être drastiques dans un sens comme dans l'autre. Donc il n'y a que les CFD pour nous permettre de nous ajuster comme ça, avec autant de facilité et autant de rapidité dans le temps. Alors, maintenant que ceci est dit, il y a une chose qui est très importante qu'il faut comprendre, c'est que je vous ai démontré pourquoi il ne fallait pas passer de 1 à 2. Donc il est évident que lorsque on va brancher un système de scaling, on ne peut pas commencer à 1. Parce que si on commence à 1, on va mettre très longtemps avant d'accumuler des gains. Une fois qu'on va passer de 1 à 2, on va se retrouver d'un seul coup avec 100% des gains précédents ou des pertes précédentes à chaque opération. Donc ce n'est pas du tout valable. Donc la seule moyen de commencer le scaling, c'est de commencer avec un minimum de 6 à 8 CFD lors des premières opérations. Ce n'est que dans ces conditions qu'on va pouvoir monter de manière rapide ou baisser de manière rapide si le compte en fonction des gains ou des pertes. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Et voilà. Donc lorsque nous mettrons en place les outils scaling, il y aura bien entendu une formation. Et comme nous l'avons fait pour les autres produits de trading, nous aurons des feuilles sur le web qui vont vous permettre de voir exactement quel est le levier que vous voulez choisir, quels sont les contrats qu'il faut brancher par rapport au compte que vous souhaiterez faire.
Alors, voilà, donc ici on alterne deux phases, donc c'est simplement un peu pour reprendre. Bon, j'imagine que maintenant vous avez bien compris le mécanisme, donc je préfère passer rapidement et aller vers d'autres et les questions qui vont pas tarder. Donc ici on est dans une phase d'accélération, le volume grandit, on était dans une phase de perte, le volume a naturellement réduit, rien. Maintenant la mécanique est bien comprise. Décidément j'en ai fait un paquet. Voilà, toujours le même esprit. Encore le même esprit. Donc bien évidemment, plus on gagne, plus on branche. Donc là, on est en fin d'historique. Ça fait déjà un certain nombre de mois qu'on gagne. Donc on est maintenant à 16 sur les opérations à la hausse, 42 sur les opérations à la vente. Une autre chose qui est très intéressante que vous pouvez constater ici, c'est que comme on gère le nombre d'ordres de manière séparée pour les hausses et les baisses, si demain on commence un marché baissier et qu'on gagne de plus en plus sur les opérations baissières, mais que les opérations haussières perdent parce qu'on est dans un marché haussier, le volume va se réduire sur les opérations haussières et va continuer à grossir sur les opérations baissières. Donc c'est pour ça que c'est très important de séparer la logique de chacune des stratégies de trading. Voilà, on va finir par y arriver sur... Voilà. Alors ici, je vous ai mis la courbe de performance de cette stratégie. C'est une stratégie sur l'or. Donc on s'aperçoit qu'en 2010 jusqu'en 2012, début 2012, on avait des gains qui ont été très rapides. Ensuite, on a une phase qui est à plat pendant plusieurs mois et une période de gains beaucoup moins convaincante ces derniers mois par rapport à la totalité de l'historique. Cependant, comme vous allez pouvoir le constater, grâce au scaling, on a une courbe qui s'inverse. C'est-à-dire que comme on a pris beaucoup moins de risques en début, on avait une courbe avec des petits gains qui étaient relativement modestes. Lorsque on a eu cette période à plat, ça a créé beaucoup plus de volatilité sur nos stratégies de trading. En revanche, à la fin, lorsqu'on a eu une courbe de performance qui était bien moins intéressante, on a eu des gains qui ont été relativement plus significatifs. C'est le levier qui nous amène ça. Ce levier, il a été calculé par rapport aux profits qui ont été réalisés et par rapport au volume qui était décidé sur chaque opération et qui a permis de gagner de plus en plus. Alors, il est évident que chaque opération perdante est beaucoup plus douloureuse que lorsque nous sommes ici. Maintenant, c'est logique. On est sur une stratégie où, à ce stade-là, nous avons gagné que 2500 € par contrat, alors qu'ici, nous avons déjà gagné 10 000 €. Et donc, c'est tout l'intérêt du scaling. On est prêt à prendre beaucoup plus de risques parce que ce qu'on souhaite, c'est de capitaliser sur les gains et d'accélérer le plus vite possible. Je vais remettre la courbe précédente pour que vous voyez la différence. Donc, la courbe précédente, sans gestion de volume, on avait les gains qui étaient faits sur une période relativement longue, beaucoup plus rapide, et maintenant, après une période à plat, des gains beaucoup plus longs. Et quand on inclut le volume, la gestion du volume, c'est exactement l'inverse qui se passe. On a donc des gains lents au départ qui permettent au compte de s'installer, de capitaliser sur les profits, et plus ça monte, plus on va gagner d'argent. C'est la raison pour laquelle il faut toujours envisager les stratégies de trading sur le long terme et pas sur le court terme. Voilà pour le webinaire d'aujourd'hui sur la possibilité de gagner gros à court terme. Il est évident que le scaling est l'une des meilleures solutions et elle est beaucoup plus fiable que d'essayer de deviner quelle stratégie marche mieux que les autres, parce que comme vous avez pu le constater, malgré qu'on ait une stratégie extrêmement performante, c'est très compliqué de savoir quelle est la stratégie qui va performer le mieux dans les prochaines semaines, alors que sur le scaling, on donne la gestion du volume à faire à la stratégie et on s'en occupe plus, on branche ça sur un compte, les ordres passent tout seuls, c'est tout l'intérêt de la solution CFD Performance. Donc voilà, tout l'intérêt de notre travail. Alors, j'ai déjà quelques questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Maintenant, on va passer quelques minutes. Je reste disponible sans problème pour vous répondre. Alors, la première question, c'est l'achat de stratégies ayant sous-performé. Alors, je vois très bien ce que vous voulez dire. Vous dites, je vais prendre un historique à long terme. Qu'est-ce qui serait bien? Excusez-moi, je fais passer un peu vite. Voilà, vous dites, à un moment donné, j'ai une stratégie avec une contre-performance. Je vais essayer de capter un point bas, puisque je sais que historiquement, cette stratégie ne perd pas pendant une durée infinie et va avoir un comportement comme ça. Alors, c'est une démarche qui est parfaitement logique,
qui peut être très intéressante, sauf dans des cas particuliers. Les cas particuliers, c'est de savoir exactement comment la stratégie se comporte. À savoir que vous avez plusieurs types de trading. Vous avez le trading en contre-tendance, le trading en tendance, le trading en habitude de marché, le trading en événements rares, etc., etc. Plus une stratégie va passer de temps dans le marché, plus ça va être dangereux de faire ce type de raisonnement. En général, les stratégies qui passent beaucoup de temps dans le marché, c'est les stratégies de contre-tendance. Elles vont essayer de parier sur un retour vers la moyenne. Elles vont rentrer une première fois, se tromper, puis une deuxième fois, puis se tromper, etc. Le risque avec ces stratégies-là, c'est que historiquement, elles peuvent faire 10, 12, 15, 18 trades perdants consécutifs. Ces occurrences vont arriver rarement, mais elles vont arriver. Donc, je dis, votre idée, elle est excellente de venir chercher une stratégie quand elle a un coup de moins bien, parce que on le voit sur les historiques à long terme. Il est où l'historique de celle-là? Il est ici. Pardonnez-moi. Voilà. On va avoir cet historique. Hop là, voilà. On va avoir ça. Donc, bien évidemment, lorsqu'on a une stratégie qui a une telle régularité qu'on arrive à trouver les points bas, c'est particulièrement intéressant. Maintenant, attention à l'effet zoom. J'imagine que vous parlez surtout d'essayer de rentrer sur des tout petits pullbacks qui sont comme celui-là. Le problème, c'est qu'un petit pullback comme celui-là, c'est aussi un pullback de ce genre qui amène à des pertes bien plus importantes. C'est-à-dire que ici, quand on a commencé par une petite perte, c'est aussi ça qui a conduit à une beaucoup plus grosse perte. Donc toute la difficulté, c'est de savoir, est-ce que je vais savoir jauger qu'on est vraiment simplement sur un espèce de simple consolidation ou est-ce qu'on est sur une espèce de consolidation qui a la probabilité de durer. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, à titre personnel, c'est pas quelque chose que je fais de manière systématique. Je m'en sers, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'ai un certain nombre de convictions, je vais le faire. Par exemple, c'est une stratégie que j'ai mis en place sur l'or il y a quelque temps, vous le savez. J'ai dit voilà, l'or n'est que sur la baisse depuis un certain temps. Quand les rebonds vont se matérialiser, vont être extrêmement violents, je vais donc donner plus de poids aux stratégies qui travaillent la hausse qu'aux stratégies qui travaillent la baisse. Plus je vais me tromper, plus je vais pouvoir donner du poids parce qu'il est une évidence qu'à un moment donné, le marché va rebondir ou pas. Mais attention, j'ai prouvé ici, et moi j'en ai fait les frais aussi, que c'est pas parce qu'on parie sur la hausse du marché qu'on va avoir raison avec des stratégies qui travaillent à la hausse. On peut très bien avoir un marché qui monte et avoir un comportement qui n'est pas si haussier que ça, et les stratégies à la hausse qui ne s'en sortent pas. Donc il faut faire attention à équilibrer tout ça, et il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse absolument mathématique à votre question. Les deux stratégies qui fonctionnent, c'est la diversification, ça c'est une certitude, et la deuxième, c'est la gestion à partir du volume. Voilà, ça c'est les stratégies qui marchent à tous les coups sur le long terme. C'est les clients qui réussissent à gagner. Ceux qui essayent de faire autre chose, ils prennent beaucoup plus de risques. Parfois ça marche, c'est très impressionnant pendant un certain temps. Sur le long terme, je suis pas du tout convaincu que c'est le même potentiel. Et surtout après, c'est une question aussi de qu'est-ce que vous souhaitez faire. Moi, très sincèrement, ça fait 19 ans que je fais ce métier. Aujourd'hui, j'espère qu'il y a une chose, brancher des choses sur mon compte et partir et faire autre chose. D'abord faire du business, mais ensuite avoir une vie à côté de ça et surtout dormir mieux. Le trading, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement contraignant à titre personnel, au niveau de ses émotions, au niveau de son entourage, de sa vie de famille, de tout ce que ça crée. Et donc ça, c'est très compliqué aussi à vivre. Voilà pour... alors vous complétez en disant c'est un piège à drawdown. Ça peut être un piège à drawdown. Ça dépend comment vous allez le faire. Encore une fois, si vous faites ça que sur des stratégies sur le DAX, il y a fort à parier qu'à un moment donné, toutes les stratégies sur le DAX pêchent parce que un produit de trading a un comportement. C'est-à-dire que vous avez beau avoir 10 stratégies de tendance, si le produit ne fait pas de la tendance, vous ne pouvez pas gagner avec des stratégies de tendance. Si vous avez un stratégie qui fait la contre-tendance, vous ne pouvez pas non plus gagner, et que le produit est plus adapté à la contre-tendance, vous ne pouvez pas non plus gagner avec la contre-tendance. Donc tout va dépendre de la typicité du produit. Si vous cherchez à faire de la moyenne à la baisse uniquement sur un unique produit, là, oui, vous prenez un risque qui est beaucoup plus important que si vous diversifiez et vous avez un portefeuille qui est diversifié, vous avez un peu de CAC, un peu de DAX, un peu d'or, et vous dites, bah tiens, là sur l'or, ça n'a pas été super depuis quelques temps. Je sais que c'est ce qu'ont fait un certain nombre de clients sur ces dernières semaines, et d'un seul coup, quand les performances ont explosé sur l'or depuis 10 jours, eh ben ils ont pris un max de gains. Donc voilà, donc il faut le faire en bonne intelligence, en regardant plus la situation du produit que la situation vraiment de la stratégie. Alors, est-ce que vous connaissez la séquence inspirée d'Alembert présentée au salon du trading par Belkhayat? Si oui, vous l'avez-vous testé? Oui, je connais.
C'est une séquence qui est très intéressante, comme tous les travaux de M. Belkayat, quand on veut dessiner des jolies courbes sur le passé, mais quand on se confronte à la réalité du trading et qu'on essaye de faire du trading réel dans le futur, on n'a aucune chance. Tout simplement parce que toutes ces séquences et toutes ces idées travaillent très bien lorsqu'on maîtrise les données sur lesquelles on travaille, c'est-à-dire les cours qui nous permettent de faire du backtest. Sauf que la réalité, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et que dans le trading, il y aura toujours une part de probabilité et de hasard qui sera très forte. La difficulté du trading à long terme, c'est de s'en sortir chaque fois qu'il y aura cette part de hasard et qu'on ne souhaite pas faire sauter son compte et se donner les plus grandes chances. Toutes ces séries qui sont basées à base de statistiques sont des séries qui jouent trop à l'extrême sur la provocation des statistiques. C'est comme si, je prends un exemple très concret, vous avez une stratégie qui n'a jamais perdu plus de 8 fois consécutivement et vous allez dire, ok, je vais tout miser sur le fait que je vais l'autoriser une fois de perdre 9 mois, mais certainement pas, pardon, pas 9 mois, 9 fois, mais certainement pas 10 fois consécutives. Le problème, c'est qu'une stratégie qui a perdu 8 fois consécutivement, rien au monde ne peut nous garantir qu'elle ne perdra pas 9 fois, 10 fois ou 20 fois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez vous retrouver dans des conditions de marché qui peuvent vous amener dans un extrême. Et toute la difficulté, elle est là, c'est que les gens ne comprennent pas les statistiques, ne comprennent pas assez les statistiques, essaient de les défier, et que tous ces martingales, parce que c'est vraiment ça dont on parle, finissent par échouer, parce qu'à un moment donné, elles vont se faire coincer par ce qui est extraordinaire. Alors par contre, le temps que ça marche, c'est beaucoup plus beau que le reste, puisqu'on dit, oh, regardez, ma courbe, etc., etc. Ou la plupart des gens qui parlent de ce genre de choses montre ça sur des backtests. J'ai beaucoup parlé de ça lors du dernier webinaire. Je vous invite à le reprendre. Il est sur la chaîne YouTube de CFD Performance et vous verrez que j'ai expliqué pourquoi il ne faut pas défier les statistiques et pourquoi les stratégies de trading, au contraire, vont chercher l'exploitation de ces événements rares plutôt que les défier, parce que les défier, c'est la garantie de sauter, alors qu'au contraire, on fait du trading et on va chercher ces événements. Voilà. Alors, quelle est la stratégie de CFD Performance qui exploite le scaling? Pour l'instant, aucune. Il nous a fallu beaucoup de temps pour faire la mise en place technique. C'était vraiment un défi de notre côté. On a travaillé avec la plateforme pour avoir une solution fiable de passage des ordres avec une gestion des volumes également. Et nous sommes actuellement en train de rédiger tous les produits qui vont accompagner le scaling. On a fait l'erreur avec le lancement de CFD Performance, on a appris de nos erreurs, à savoir que lorsque les produits d'éducation ne sont pas prêts en même temps que les stratégies, ça amène surtout des problèmes à nos clients et pas vraiment de performance. Et donc on ne souhaite pas refaire la même chose. Et comme le scaling est quelque chose de très fragile, à savoir que vous l'avez bien compris, lorsqu'on branche du volume derrière, va y avoir une gestion de volume, donc ça peut accélérer les gains mais aussi les pertes. Donc on veut être certain que tous les produits qui soient en rapport avec l'éducation, avec le scaling, soient prêts. Donc on est en train de travailler sur une partie du site qui sera vraiment dédiée à ça et sur l'offre commerciale qui accompagnera le scaling. Voilà pour la question concernant scaling. Pour l'instant, pas d'autres questions. Si vous en avez une dernière ou deux, j'ai quelques minutes de plus. Sinon, je vais vous remercier de l'attention que vous avez prêtée à ce webinaire et on va en rester là. OK. Pas de questions apparemment. Merci à tous de votre temps et d'avoir suivi ce webinaire. Et je vous invite à répondre. Il y a quelques questions suite lorsque vous fermez le webinaire qui permettent aussi de mieux vous comprendre et de mieux répondre. Et notamment dans les questions ça va vous prendre 2 minutes. Une question importante, c'est que pour l'instant, je souhaiterais vraiment savoir quels sont les prochains webinaires qui vous intéressent. Donc voilà, merci à tous de votre suivi